Si vous me suivez, vous savez sûrement que j'ai acheté le premier hybride full frame de Canon, à savoir l'EOS R. Cela fait 2 mois que je l'ai et je vous avais promis de vous faire un retour dès que j'aurai un peu plus de recul sur son utilisation. Et puis ben voilà, c'est maintenant. Donc je pense que je vais vous faire un retour en 2 ou 3 épisodes, je sais pas encore. Ce premier épisode, je vais juste faire un retour de... C'est plutôt une présentation, je dirais, de façon générale de l'appareil et mon premier retour au sens sentiment de première utilisation, les avantages et les inconvénients que je vois en tous les cas pour mon utilisation, et éventuellement on comparera aussi, notamment en termes de gabarit par rapport au 70D. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui nous allons parler du Canon EOS R. Je l'ai là, voilà, comme je vous disais en introduction, ça fait 2 mois que je l'ai et que je l'utilise. Alors pas forcément très intensément parce que vous savez qu'essentiellement ma pratique photo c'est une pratique de shooting de portrait. Ben, j'en fais pas tous les jours non plus. Je l'ai testé à ce jour sur 3 shootings, plus des petites balades par-ci par-là, mais pas encore suffisamment en tous les cas pour une utilisation tout terrain, pour que justement je puisse vous faire un retour de terrain dès aujourd'hui. On va juste un petit peu parler des caractéristiques. Donc vous savez que cet appareil, donc c'est le premier hybride full frame de Canon, c'est le EOS R. Cela fait maintenant quelques années que l'hybride ont le vent en poupe et que toutes les marques s'y sont lancées. Donc on connaît bien la série A7 de Sony, Fuji, d'autres marques. On sait qu'en octobre, les grandes marques qui sont Nikon et Canon se sont lancées aussi. Nikon, je crois que c'était en septembre, Canon en octobre, voilà. Et puis maintenant, je pense que les hybrides, on va en entendre parler de plus en plus dans les années à venir. Alors je ne vais pas revenir bien évidemment sur pourquoi j'ai acheté ce Canon EOS R. J'avais fait quelques épisodes en début d'année pour vous expliquer que j'étais dans une démarche, je voulais changer d'appareil photo et que je cherchais un hybride. Voilà, j'ai fait 2-3 épisodes sur le sujet, je vous engage vraiment à les regarder, donc je vous les remettrai ici où vous avez de toute façon la playlist matérielle dans laquelle vous les retrouverez. Je ne reviendrai pas non plus sur les circonstances qui m'ont fait basculer sur l'EOS R, mais dans tous les cas, sachez que je ne regrette rien. Et nous allons le voir maintenant. Ce que l'on va faire aujourd'hui, je vous disais, on va passer en revue globalement un petit peu toutes les caractéristiques de cet appareil-là, et petit à petit, je vous dirai dans quelle mesure moi j'y tiens, c'est important pour moi, ou je m'en fous, ou même si c'est facile à utiliser en tous les cas, là, dans les premières impressions que j'ai eues, ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer un peu comme ça va venir. Moi je me suis pris des petites notes pour ne rien oublier, mais je vais les prendre un petit peu au fil de l'eau, donc c'est pas vraiment une caractéristique toujours très ordonnée. Mais c'est pas grave, ce qu'il faut retenir, c'est le Canon EOS R. C'est un full frame, je dirais déjà haut de gamme, mais qui se destine pas vraiment à du professionnel, plutôt à de l'amateur avancé. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire des compromis sur un certain nombre de caractéristiques, et que je vois, si je me considère comme un amateur avancé, je pense qu'il s'adresse pas mal à moi et à ma pratique de la photo. Donc au niveau de caractéristiques, on va y aller. Donc c'est un capteur full frame, je vous l'ai dit, c'est un capteur de 30 millions de pixels. Donc vous le savez sans doute si vous avez un petit peu suivi l'actualité. A priori, ce serait le capteur du 5D Mark IV qui aurait été un peu, je dirais, remasterisé pour la partie hybride. Donc voilà, donc c'est un bon capteur, c'est un capteur d'un appareil qui est déjà haut de gamme, qui a plus rien à prouver, je dirais, en termes de compétences au niveau photographique. Un nouveau processeur, le DigiX8, ISO 100 000, de 100 à 40 000, et ça peut être étendu de 50 à 100 000 et des poussières. Bon voilà, je pense que ça c'est anecdotique parce que personnellement j'y vais jamais. En termes d'autofocus, donc cet appareil-là, donc il utilise le système Dual Pixel qui a fait la renommée de Canon de par... je dirais la qualité de ces autofocus qui sont rapides et performants. Alors l'OS R utilise le dual pixel, que ce soit tant en photo qu'en vidéo.
Et donc derrière, ça permet d'avoir des performances d'autofocus assez importantes. Alors moi, je n'ai pas fait de test avec d'autres appareils photo, je fais pas de test sur des mires, ce genre de choses. En tous les cas, c'est vrai qu'il est très rapide dans l'utilisation que je peux en faire, et franchement, je n'ai pas à m'en plaindre, et en plus, il est précis. Après, au niveau du nombre de collimateurs, donc là, vous en avez aussi quelque part pour votre argent. Vous avez 5655 positions d'autofocus, donc vous voyez, ça remplit globalement quasiment tout votre écran, toute votre scène. Vous pouvez naviguer sur, alors je regarde mes petites notes, voilà, c'est 88% de l'écran en largeur et 100% en hauteur, donc 87% en position en largeur et 65% en position en hauteur. Donc en gros, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez placer le curseur quasiment partout sur votre scène. Et ça, pour moi qui utilisais avant notamment en mode de portrait, le focus recompose, j'avoue que j'ai oublié. Maintenant, je peux mettre mon curseur de partout où je veux. Donc ça, c'est un grand avantage. Après, qui dit hybride dit viseur électronique. Donc sur l'OS R, vous avez un viseur électronique qui fait 3,6 millions de pixels, rafraîchissement 60 images par seconde, je sais, quelque chose comme ça, une couverture de 100%. Donc voilà, donc ça c'est pratique. Donc je reviendrai un peu tout à l'heure sur les sensations, mais franchement pour l'utiliser, moi je trouve qu'il est très agréable. Vous avez aussi un écran LCD, donc voilà, c'est le petit écran derrière qui est articulable, hein, donc c'est ce que j'avais déjà sur mon 70D. Donc en position selfie, articulable dans tous les sens, donc c'est l'avantage de, je dirais, de cette série de Canon. Donc l'écran, bon c'est du détail pour ceux que ça intéresse, il fait 3,2 pouces et 2 millions de pixels, voilà, bon ça c'est dit. Qu'est-ce que je peux vous noter aussi? Alors, une caractéristique de cet EOS R, c'est sa nouvelle monture. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui les montures Canon, il y en a deux. Il y a l'EF qui était la monture full frame, l'EF-S qui était la monture APS-C, sachant que sur une monture EF-S, on pouvait monter des objectifs EF. Voilà, et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter sur une monture full frame des objectifs APS-C. Ici, c'est une monture nouvelle qui s'appelle RF. Donc ça veut dire qu'il va y avoir toute une série d'objectifs dédiés qui ne vont se monter que sur cette monture. J'y reviendrai un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que du coup, pour monter les objectifs Canon anciens EF et EF-S sur cet objectif, on peut par le biais d'une bague. Cette bague, la voici, donc c'est un petit rond, je vais vous montrer des images au fur et à mesure. Voilà, ça se monte sur votre appareil et ça permet de monter tous les objectifs Canon qui sont compatibles EF, EFS. Donc j'y reviendrai un peu plus tard sur la compatibilité que moi en tous les cas j'ai pu faire avec les objectifs que je détiens. Mais bon, c'est un avantage et c'est que généralement c'est la bague est livrée en standard avec l'appareil. Après il existe trois types de bagues. La bague standard comme ça que j'ai, qui vaut une centaine d'euros hein, si vous l'achetez toute seule. Une bague avec ce qui caractérise les objectifs RF, c'est une petite bague paramétrable que vous avez sur les objectifs et qui permet par exemple de paramétrer pour modifier l'ouverture ou les ISO directement sur l'objectif. Donc il y a la version standard de la bague et la version qui simule, je dirais, cette petite bague supplémentaire si vous montez des objectifs qui ne sont pas des objectifs RF. Enfin, vous avez deux versions de la bague, éventuellement je vous montrerai des images hein, si je les ai, mais moi j'ai pas cette version-là de la bague, qui intègre en sens d'art soit un filtre LD, soit un filtre polarisant directement entre, je dirais, le capteur et l'objectif. Donc c'est intégré directement au niveau de la bague, et donc ça c'est très pratique. Mais bon, ça vaut son prix, je crois que ces bagues-là, elles sont dans les 400 €, donc c'est pas donné. Mais bon, je pense qu'il peut y avoir l'utilité pour certains, et notamment s'ils ont les moyens. Donc voilà pour la monture, voilà pour la bague, on y reviendra tout à l'heure, je vous disais en termes des objectifs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous avez un certain nombre de modes, oui, que j'y pense tout de suite. Donc l'OS R fait les photos dans un nouveau, enfin tous les cas les RAW dans un nouveau mode de fichier. Jusqu'à maintenant, notamment les Mon 70D et jusque d'ailleurs les Canon récents faisaient le format de fichier c'était un CR2. Donc là maintenant, je crois que depuis le M, la série M, Canon est passé au CR3. Donc pour ceux que ça intéresse, faites attention en fonction de l'outil de développement que vous utilisez. Le CR3 n'est pas encore reconnu à ce jour encore. Sur tous les logiciels de développement, je vois par exemple Luminar encore ne reconnaît pas le CR3. Bon, avec l'Aero, moi j'ai pas de problème, mais bon voilà, à tenir compte. Puisqu'on parle de RAW,
il y est aussi intégré, et d'ailleurs c'est ce que j'utilise, vous avez un RAW, donc le RAW standard, hein, je dirais en termes de taille, vu que c'est un capteur 30 mégapixels, il fait entre 25, je crois que c'est entre 25 et 30 mégas, je dirais, le poids d'un fichier RAW. Et vous avez un format CRAW, qui est un format RAW compressé, et globalement il compresse l'image, enfin la taille de l'image, enfin le poids de l'image de 50%, donc vous tombez dans des RAW qui font entre 10 et 15 mégas, et le tout sans perte de données apparentes. Moi je sais, je shoote qu'en CRAW pour le coup justement, et je vois pas de dégradation liée à, en tous les cas, le fait que j'utilise ce RAW compressé. Et d'ailleurs, bon, pour avoir lu un peu dans la presse, tout le monde dit qu'en effet, il n'y a pas de perte. Donc ça c'est toujours intéressant parce que ça allège toujours le poids de tous ces fichiers-là qu'on manipule et que l'on stocke et qu'il faut sauvegarder et autres. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a intégré dans les fonctionnalités de l'OS R un mode qui s'appelle Dual Pixel RAW. Alors c'est un mode, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, éventuellement j'y reviendrai, je ferai des tests plus tard dans un prochain épisode. C'est un... comment dire ça? C'est un RAW dans lequel on stocke plusieurs versions de l'image. Et derrière, avec un logiciel spécifique, vous pouvez faire des micro-ajustements de la zone de netteté de votre image, voire d'un peu ajuster le bokeh. Alors bon, c'est peut-être une fonctionnalité gadget, je ne sais pas encore, ça peut être potentiellement très utile, par exemple pour du portrait, pour vraiment affiner la netteté. La seule limitation que l'on peut avoir, c'est déjà que du coup la taille du fichier final est plus grosse, puisqu'il stocke plusieurs images, et aussi, et surtout, c'est que le logiciel pour traiter ces images au final, ça ne se fait pas dans l'appareil, ça se fait dans le logiciel de post-traitement, et le seul logiciel de post-traitement compatible, c'est DPP de Canon. Autrement dit, moi, tant que ça ne sera pas dans Lightroom, ou en tous les cas le logiciel que j'utiliserai au quotidien, et c'est pas DPP, je pense que je l'utiliserai pas, c'est pas forcément très, très pratique. Donc voilà, mais il faut savoir que ça existe. Toujours pareil, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de rafale? Alors, l'appareil photo est donné pour 8 images par 8 images secondes en AF simple et 5 images par seconde en AF continu. Voilà, en termes de buffer, vous pouvez aller jusqu'à 120 JPEG, 64 images en RAW, et je crois que pas loin du double, je crois, si vous faites en CRAW. Donc voilà, c'est suffisant, surtout moi je ne fais pas spécialement beaucoup de rafales. Je continue dans la théorie, donc vous voyez là on déballe un petit peu, et au fur et à mesure j'essaie de mettre un petit peu mes commentaires. En termes du viseur électronique lorsqu'on fait des rafales, il est souvent reproché, en tous les cas des gens qui font de la rafale avec des hybrides, c'est l'effet blackout, c'est l'effet que entre deux photos vous avez du noir à l'écran. Donc on n'a pas d'effet blackout avec le viseur de l'OS R. Pourquoi? Parce qu'en fait ce que fait l'appareil, c'est que le temps qui se rafraîchit et qu'il ait pris la photo, il vous affiche dans le viseur la précédente image qu'il avait pu stocker. Donc globalement, vous n'avez jamais d'écran noir, donc cet fameux effet blackout à l'écran. Alors bon, moi j'ai déjà fait des rafales, alors je ne veux pas devancer non plus le retour que j'ai fait. Franchement, ça m'a pas gêné, j'ai pas vu, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de blablabla qui sont un petit peu faits pour rien, enfin en tous les cas, moi, de mon ressenti, parce que moi franchement, à l'utilisation, ça m'a rien gêné, j'ai presque pas vu de différence par rapport à mon réflexe standard. Mais bon, donc pas de blackout, c'est ce qu'il faut renoter. Où j'en suis dans mes petites notes. Normalement, la plage de fonctionnement de l'autofocus, c'est entre moins 6 IL et plus 18 IL, donc là je suis pas allé vérifier, c'est les caractéristiques, bon je sais même pas si j'irai vérifier un jour. L'obturateur mécanique, donc qui permet de faire les photos de façon style standard, je dirais, qui va jusqu'à un 8 millième de seconde. Réflexe oblige, vous avez aussi un obturateur électronique qui permet notamment d'avoir un mode silencieux. Cet obturateur électronique permet de faire des photos jusqu'à un 8 millième de seconde. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que sur certains appareils on peut même monter jusqu'à un 32 millième de seconde. C'est toujours intéressant. Donc là je pense que Canon a été un petit peu timide, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que c'est rare que déjà j'utilise l'obturateur électronique et que j'aille même ne serait-ce qu'un 8 millième de seconde, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que je continue encore? Ce qu'il faut savoir, c'est que... donc l'obturateur mécanique, voilà, alors les modes, donc je vous montrerai des petites photos, donc on retrouve les modes classiques, P, priorité vitesse, priorité à l'ouverture, mode manuel, le bulb. Vous avez jusqu'à 3 modes personnalisables, vous avez aussi un nouveau mode qui est un petit peu sorti du chapeau, que j'ai pas encore testé, qui est le mode flex, comme ils appellent, donc FV, qui est un mode à mi-chemin entre l'auto et le mode P, sur lequel on peut rapidement débrayer. Enfin bon, je l'ai pas utilisé. Certains qui l'ont utilisé trouvent que c'est pas mal.
faudra peut-être que je l'utilise, mais bon, pour l'instant, j'avoue que je shoot essentiellement en manuel ou en priorité ouverture, donc j'ai pas ressenti le besoin et j'ai pas eu le temps surtout de pouvoir le tester. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de... Alors ça c'est un vrai plaisir par contre, c'est si vous avez besoin de faire la mise au point manuelle. Donc ça c'est avec certains objectifs, ou même quand vous faites des mises au point, soit de paysage, soit même moi je le vois en studio, souvent je suis amené à faire ma mise au point manuelle. Ben, vous avez je dirais les aides classiques qui sont d'une part le focus picking que l'on peut avoir sur les appareils numériques, donc ça c'est très pratique parce que ça vous permet de voir exactement tout ce qui est net. Et vous avez aussi, alors j'essaierai de vous le montrer à l'écran là, une petite jauge qui sur le curseur actif, quand vous faites votre mise au point et que le curseur il donne un résultat net, voilà, ça vous permet d'avoir la jauge qui se rétrécit, qui s'amène vers le centre, et quand vraiment vous avez la jauge qui passe au vert et que les deux petits points, les deux petits tirés, ils se rejoignent, ça veut dire que vous êtes super net sur ce curseur-là. Et dès que vous passez et que vous êtes moins net, vous avez les curseurs qui s'éloignent, donc ça peut, quelque part, quelqu'un qui m'avait dit ça. Voilà, on peut reprendre des systèmes qu'on pouvait avoir sur des réflexes argentiques à l'époque, ce genre de choses, mais en tous les cas, je trouve que c'est bien pratique, et quelque part, moi, ça me réconcilie un petit peu avec la logique de mise au point manuelle, parce que c'est jamais simple, surtout en extérieur. Donc voilà, donc ça c'est plus pratique, et du coup j'envisage peut-être, quand j'aurai les moyens, de peut-être investir notamment pour du paysage, dans un objectif grand 1 qui éventuellement peut être manuel, pourquoi pas. Autre caractéristique de cet appareil photo, enfin bon, même si maintenant de plus en plus, un peu tous les hybrides le font, c'est que tous les boutons, donc il y en a un peu partout, là de toute façon vous verrez à l'écran, je vous affiche des images, tous les boutons et les molettes sont entièrement paramétrables. Et même doublement paramétrables, c'est-à-dire que vous pourrez paramétrer tous les boutons pour le mode photo, et de même paramétrer tous les boutons avec un autre paramètre éventuellement, pour quand vous êtes en mode vidéo. Donc ça c'est super intéressant, et j'ai commencé à personnaliser un certain nombre de choses, je vous en ferai un retour un petit peu plus tard. Mais franchement c'est pratique parce que quelque part vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Donc c'était déjà vrai aussi avec mon OS R, mais là ils sont allés encore un petit peu plus loin, je trouve, enfin mon OS R, mon 70D. Mais là sur les OS R ils sont allés un petit peu plus loin, donc c'est toujours agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui beaucoup en détail, même pas du tout en détail sur les fonctionnalités vidéo, soit j'en parlerai plus tard, soit je ferai un épisode dédié. Ce qu'il faut savoir, c'est sur cet appareil photo, voilà, on peut faire de la 4K, on peut faire de la Full HD, on peut faire de la HD, on peut faire de la 4K jusqu'à 30 images par seconde, avec un facteur de crop de 1,7, voilà, on y reviendra justement. On peut faire de la Full HD jusqu'à 60 images par seconde, on peut faire même, il y a un format S-Log pour ceux qui font vraiment de la vidéo, moi j'avoue je n'utilise pas, en tous les cas je ne me suis jamais trop amené à vouloir l'utiliser. Pourquoi pas, je suis pas trop féru, moi j'essaie de me filmer comme ça, mais je me considère pas comme un vidéaste, donc c'est vrai que cet appareil photo, je l'ai acheté essentiellement pour faire de la photo, pas forcément pour faire de la vidéo, même si vous voyez, je me filme assez souvent avec mon appareil photo, mais c'est pas, je fais pas de la vidéo avancée, voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors après, vous avez en termes de connecteurs, les connecteurs standards, vous avez une prise micro, vous avez une prise casque. Alors je sais que souvent les gens insistent sur le côté prise de casque, mais bon ça c'est plutôt quand vous faites de la vidéo un petit peu avancée, parce que moi je ne l'ai jamais utilisé. Mais en tous les cas, moi ce qui m'intéresse c'est la prise micro, voilà. Vous avez après une prise HDMI, si vous voulez brancher un écran externe, voire enregistrer directement dans un enregistreur externe. Vous avez une prise USB-C, donc voilà, ça permet de récupérer à la fois rapidement vos images, mais aussi de pouvoir charger la batterie directement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc après... En termes de carte SD, ça peut utiliser des cartes SD HS2, donc ils sont assez rapides. Et par contre, vous n'avez qu'un slot. Donc voilà, donc de carte SD. En termes de batterie, ça utilise la batterie LPE6. Donc c'est une batterie qui est assez courante chez les Canon. Moi, je l'ai déjà sur mon 70D. C'est sur le 7D, le 5D Mark III, le 5D Mark IV. Enfin, c'est une batterie qui est assez utilisé. Moi, c'est l'avantage, c'est qu'avec mon 70D, c'est les mêmes batteries. Donc j'en ai acheté deux autres, une qui est venue avec l'appareil photo et une autre de remplacement. Mais quelque part, du coup, ça m'en fait 4 qui sont assez interchangeables, donc ça, c'est toujours pratique. En termes de poids, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, même si ça, j'y fais pas trop attention, ça fait un poids de 580 grammes, dont 660 avec la batterie et la carte SD, pour ceux qui sont intéressés par le poids. Enfin, pour passer rapidement toutes... Voilà, c'est égrenage, je dirais, de caractéristiques. Tant qu'à faire, le prix, aujourd'hui, ils est autour de 2400 € avec la
la bague comprise. Donc voilà, j'avais dit que je reviendrai sur les objectifs. Donc les objectifs, je vous disais, donc c'est d'objectifs pour une monture dédiée, la monture RF. Donc aujourd'hui, Canon, quand il a sorti le EOS R, l'a sorti avec 4 objectifs RF. Un objectif qui n'est pas un objectif de la série L, qui est un 35 mm 1.8. Ils ont sorti après 3 objectifs de série L, donc ben voilà, donc très qualitatif. Le 50 mm 1.2, le fameux 50 mm 1.2. Un 24-70 f2, donc c'est un monstre, je ne sais pas si je trouverai des images si vous le montrerez, voilà, il est énorme, quoi, je veux dire, donc il est très gros, plus on réduit l'ouverture maximale, donc plus ça devient gros. Ils ont sorti aussi un 24-105 f4, donc tout le monde s'accorde à dire que ces objectifs, ce sont des tueries. Après, il faut voir le prix, donc le prix est une tuerie aussi, mais bon, après, voilà, on n'a rien sans rien. Je sais que sur la roadmap, sur 2019, Canon fait le forcing pour sortir un maximum d'objectifs pour vraiment étayer la gamme des EOS R et le RP qui est sorti depuis. Donc il est prévu de sortir un 85 1.2 L, toujours pareil, un 24-70 2.8 L, le 70-200 2.8 L aussi, et d'autres, je crois qu'il y en a 6 qui sont prévus dans la roadmap d'ici la fin de l'année. Bon voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense, soit ici intéressent, soit ils regarderont, ça viendra.